Bienvenue dans le débat sur France 24. Il est consacré à la fin de la visite de Xi Jinping en Europe. Après la France et la Serbie, le président chinois est en Hongrie. Les deux dirigeants de ces pays, le président Aleksandar Vučić, le président serbe, et le Premier ministre Viktor Orban sont très critiques de l'Occident et proches de Moscou, ce qui plaît au président chinois. Xi Jinping a reçu un accueil chaleureux à Budapest. Viktor Orban a qualifié cette visite même d'historique. Le président serbe a quant à lui célébré hier l'amitié d'acier entre la Serbie et la Chine. Alors on va revenir sur cette visite de Xi Jinping en Serbie et en Hongrie. Xi Jinping est-il finalement en terrain conquis dans ces deux pays d'Europe? La Hongrie est-elle la tête de pont de Pékin dans l'Union européenne? On va revenir aussi sur les liens entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, alors que le président russe célèbre aujourd'hui la victoire contre le nazisme ce 9 mai. Et il prépare une visite en Chine avant la fin du mois entre les deux pays, Xi Jinping et Poutine. Eh bien, est-ce une amitié indéfectible? L'une des questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Paul Chang. Bonsoir. Vous êtes économiste et spécialiste de la Chine. Bienvenue à vous. En face de vous, Sylvie Berman. Bonsoir. Bonsoir. Diplomate, présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale, ancienne ambassadrice de France en Russie, mais aussi ancienne ambassadrice de France en Chine. Bienvenue à vous. Nous avons avec nous Jacques Rupnik. Bonsoir. Historien et directeur de recherche émérite à Sciences Po et spécialiste de l'Europe centrale. Bienvenue. Shahin Vallée est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Économiste expert auprès du German Council on Foreign Relations, donc le Conseil allemand pour les affaires étrangères. Bienvenue aussi. Xi Jinping, donc, qui a vraiment bénéficié d'un accueil très chaleureux de la part de Viktor Orban à Budapest. Le président chinois a d'ailleurs rendu immédiatement hommage à l'amitié cultivée par les deux pays à travers les épreuves. On va regarder d'ailleurs cette séquence d'arrivée du président chinois à Budapest. Nice to meet you. Welcome. Nice to meet you again. 欢迎来夏令。So beautiful flowers. Thank you very much. We appreciate it. 这一次访问能够如约而来啊，相信啊一定会为我们中中关系的发展共同来推动取得更大的成功。感谢你们的精心安排。 Vous qui connaissez bien la Hongrie, on sent quand même un accueil, c'est plus chaleureux qu'à Paris, hein, on peut le dire. Pourquoi est-ce que Viktor Orban est si chaleureux avec Xi Jinping? Il est chaleureux avec Xi Jinping parce qu'il a là un interlocuteur de stature internationale, c'est quand même la deuxième puissance mondiale, qui le considère comme un allié privilégié en Europe, qui valorise donc le rôle de la Hongrie, qui est un partenaire économique très important pour la Hongrie. Ils investissent. La Hongrie était la première à s'impliquer dans les routes de la soie 16+1. On va y Alors, ils se revenir. sont tous retirés des 16+1. Il reste que la Hongrie. Et la puis, Serbie d'ailleurs. Et la Serbie. Et en plus, c'est un partenaire qui ne pose pas de questions dérangeantes sur l'illibéralisme, l'état de droit. C'est mutuel. Orban ne va pas poser des questions sur la situation des Ouïghours ou la situation des droits de l'homme en Chine, et vice-versa. Donc, si vous voulez, c'est une relation où il n'y a pas de contradiction ou d'obstacle qu'on a vu parfois dans la relation avec la France, où il faut équilibrer un peu les deux aspects. Jean-Paul Chang, ils sont sur la même longueur d'onde finalement, Xi Jinping et Viktor Orban? Oui, il y a beaucoup d'intérêts en commun, effectivement. Je pense que c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils ont des points convergents sur le plan économique, sur le plan idéologique. Idéologique, c'est quoi? C'est une ligne anti-occidentale, peut-être? Souverainiste, quoi. Donc, en fait, très indépendance, fierté nationale. Et là-dessus, effectivement, on sent bien que c'est le même genre de discours. Et en plus, encore une fois, sur le plan économique, effectivement, la Hongrie, c'est un point d'entrée pour l'Union européenne. Moins la Serbie, puisque la Serbie est en dehors de l'Union européenne. Mais ça n'empêche pas la Serbie de signer un accord de libre-échange, par exemple, avec les Chinois, puisque ça ne dépend pas de Bruxelles. Sylvie Berman, qu'est-ce qui les rapproche en dehors justement de ces liens économiques dont on va parler?
Également l'approche idéologique et politique. Effectivement, ce sont deux régimes illibéraux, même s'il y a une différence entre les deux. Et, parce que l'un est conservateur et l'autre, quand même, se réclame du Parti communiste chinois. Donc, Oui, mais ce sont d'une certaine manière un petit peu deux autocrates, deux hommes forts en tout cas, et qui sont, comme Jean-Paul Chang l'a dit, des souverainistes. Et puis aujourd'hui, ils se sont rapprochés aussi avec la guerre en Ukraine. Parce que la Russie, la Chine, bon, au nom d'une certaine neutralité, parce qu'elle n'est pas engagée dans la guerre, mais il n'empêche qu'elle est quand même du côté de la Russie. Et la Hongrie essaie toujours également de limiter ou de retarder les sanctions contre la Russie. Et accessoirement également, quand il y a des déclarations qui sont critiques de la Chine. Donc c'est ce qui les rapproche aujourd'hui. Poutine les rapproche finalement, Shane Vallée, on peut dire ça, finalement ce lien avec le président russe. Poutine d'une part et l'économie d'une autre. Je pense que le thème clé dans la visite du président Xi en France a été justement la tension économique entre l'Union européenne et la Chine. En faisant et en prenant appui sur la Hongrie, la Chine peut disposer d'un allié important dans l'Union européenne si l'Union européenne venait à muscler sa politique commerciale contre la Chine par un certain nombre de mesures dont on pourra parler. Avoir la possibilité de se reposer sur la Hongrie, ce serait très important. Donc je pense qu'il y a une dimension pour les Chinois commerciale, défensive, très importante dans cette visite. Et on va y revenir, mais un mot sur les nouvelles routes de la soie organisées par la Chine. On va peut-être voir les images. C'était les 17 et 18 octobre 2023. Ces routes de la soie auxquelles participait Vladimir Poutine, bien sûr, et il y avait Viktor Orban et également donc le président serbe. Tous les deux étaient présents lors de ces routes de la soie. Jacques Rupnik, c'est quand même un peu étonnant, non? C'était les seuls Européens à être présents en Chine. Absolument, parce que ils sont sur une posture anti-occidentale. Tous les deux, et Orban et Vučić, sont des régimes illibéraux à l'intérieur. Ils sont très proches, d'ailleurs, ils ont des relations excellentes tous les deux. Tous les deux plutôt indulgents, c'est un euphémisme par rapport à Poutine et sa guerre en Ukraine. Et tous les deux recherchant le partenariat économique avec la Chine. Donc, si vous voulez, il y a vraiment donc, là ça ne les gênait pas, une cohérence de faire dans le partie choix. de ces routes de la soie, alors que l'ensemble des pays de l'Union européenne n'y participaient pas. Non, mais il y avait des pays de l'Union européenne, beaucoup. Tous les pays d'Europe de l'Est y participaient. Progressivement, ils se sont retirés. Il y avait aussi... Pourquoi se sont-ils retirés? Pour des raisons politiques, principalement. C'est-à-dire que, je crois, quand la relation s'est tendue entre les États-Unis et la Chine, quand il y a question de Taïwan est venu à l'ordre du jour, plusieurs pays d'Europe centrale ont pris position pour Taïwan, la République tchèque, mais aussi la Lituanie, par exemple. Et ils ont été immédiatement punis. La Lituanie, les Chinois ont coupé toute relation économique avec la Lituanie. C'est donc la riposte est immédiate. Pas que la Lituanie compte beaucoup dans le commerce chinois avec l'Europe, mais donc c'est très important d'avoir Orban qui va présider l'Union européenne maintenant. À partir de juin, c'est ça? Oui, et d'ailleurs, les Chinois, l'ambassadeur chinois à Budapest le dit ouvertement, nous comptons beaucoup sur le rôle de Viktor Orban et de la Hongrie pour jouer le médiateur avec l'Union européenne. Donc là, le message est tout à fait clair. Et inversement, le ministre des Affaires étrangères hongrois dit la Chine et la Hongrie font tous les deux partie du camp de la paix. C'est-à-dire ceux qui veulent trouver une porte de sortie dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc le camp de la paix et l'entrée dans l'Europe. On va y revenir justement sur ces contradictions autour de Viktor Orban. Un mot tout de même sur la Serbie. Xi Jinping qui était sur place hier et c'était à l'occasion en plus de la commémoration du bombardement de l'ambassade chinoise à Belgrade par les forces de l'OTAN. Ça c'était le 7 mai 1999, donc il y a exactement 25 ans. Ce bombardement avait fait 3 morts, 3 Chinois. Il a été qualifié d'erreur par les Américains, mais la Chine n'en a jamais en fait adhéré à ce discours. Jean-Paul Chang, ça n'est pas un hasard qu'il soit arrivé ce jour-là et qu'ils aient mis, les Chinois continuent à mettre en avant en fait cette histoire de bombardement américain sur l'ambassade chinoise à l'époque. Écoutez, je ne connais pas le détail de tout ça, mais il est vrai que l'opinion publique chinoise est très échauffée à ce moment-là. Je me rappelle
j'étais à Pékin, et donc c'était comme si la Chine a reçu une gifle pour rien. Il y a une sorte d'indignation, donc c'est resté un peu dans la mémoire, un peu traumatisant, quoi. Donc, et donc ils n'adhèrent pas aux thèses américaines disant que c'était une erreur. Ils ont accepté à la fin les excuses américaines, mais quelque part, effectivement, ils ne croient pas que ce soit le hasard, effectivement. Donc il ne sera pas le hasard. Mais ça dit, il y a eu une petite allusion dans le discours de Xi Jinping à Belgrade. Il a dit que l'amitié de nos deux peuples, finalement, est fondée sur le sang coulé ensemble, etc. Quoi. Donc il y a bien un discours anti-occidental, ça alimente un discours... c'est un souvenir douloureux, commun. Un souvenir douloureux qui alimente un discours anti-occidental. En tout cas, c'est un discours anti-OTAN. Parce que l'OTAN, on se revendique comme une alliance défensive et ni les Serbes ni les Chinois n'achètent ce slogan. Donc ça les rapproche effectivement. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'OTAN, lors du dernier sommet, a inscrit dans son communiqué que la Chine, il fallait surveiller la Chine, qui était une menace aux valeurs, aux valeurs et aux intérêts de l'OTAN. Donc il y a une grande méfiance. Et d'ailleurs, quand vous entendez Xi Jinping, il dit toujours qu'il comprend les arguments de la Russie à l'encontre de l'OTAN. Donc il y a ce mauvais souvenir, effectivement, des Serbes qui les rapprochent. On va écouter justement Aleksandar Vučić, le Serbe, le président serbe, qui s'est exprimé justement sur Taïwan juste après avoir accueilli Xi Jinping. Nous avons un énorme respect pour la République populaire de Chine. Les résultats des discussions d'aujourd'hui sont les suivants. Vous savez bien que nous soutenons la politique d'une seule Chine, d'une Chine unique. Pour nous, toutes les questions que l'on peut poser à la République de Chine sont des questions internes à la Chine. Taïwan, le Xinjiang, Hong Kong. C'est exactement ce que vous disiez, Jacques Rupnik. Alors c'est intéressant parce que Viktor Orban vient d'avoir une conférence de presse avec Xi Jinping à l'instant. La première chose qu'il a dite, c'était la même chose. Donc une seule Chine et on ne regarde pas les droits humains, Hong Kong. C'est quand même un peu étonnant du côté européen, ça. Un pays européen comme la Hongrie. Oui, pour la Hongrie. Donc c'est quand même une vraie contradiction. Oui, certainement. Pour Vučić, moins, parce que Vučić, pour lui, son argument, c'est... de même qu'il n'y avait qu'une seule Serbie et le Kosovo n'aurait pas dû être indépendant. Voilà. Donc il n'y a qu'une seule Chine et donc ils sont en quelque sorte à l'unisson sur cette question du séparatisme en quelque sorte. Et d'autre part, Vučić aime bien souligner qu'il aime bien se mettre dans le rôle de Tito. Il voudrait reprendre ce président yougoslave. Relation avec la Chine, mouvement des non-alignés. Il voudrait être, je suis ni à l'ouest, ni à l'est, etc. Et en même temps, ça sonne totalement faux, bien entendu. Il demande à rentrer dans l'Union européenne, oui. La Serbie. Donc... Oui, mais sans beaucoup de conviction, parce que bien sûr, la première condition, ce serait que le régime interne respecte l'état de droit, les libertés, le pluralisme des médias, etc. Mais, et aussi, parmi les conditions, pourquoi pas une cohérence dans la politique étrangère avec celle de l'Union européenne. Donc là il est en porte-à-faux complètement, mais je crois que ça l'inquiète pas beaucoup. Parce qu'il est à la fois pro-russe, il est surtout, il recherche à renforcer son propre pouvoir. Alors il est pro-russe en politique étrangère sur la question ukrainienne, sans en faire trop, mais quand même. Et il est pro-chinois parce que ça lui donne une stature, parce que ça amène des investissements chinois. C'est les Chinois qui construisent le chemin de fer de Belgrade à Budapest. Et c'est le premier investisseur en Serbie. Et bref, il en tire des avantages économiques et il pense que ça valorise son rôle politique aussi à l'intérieur. Chahine Vallewi, une coopération économique et même sécuritaire, manifestement, avec Belgrade. Belgrade, première ville d'Europe à déployer des caméras de reconnaissance faciale de Huawei. Étonnant. Oui, mais la coopération et en Hongrie et en Serbie avec la Chine est très profonde. Vous avez parlé des aspects sécuritaires. En Hongrie, c'est dans l'automobile, avec des investissements très lourds, notamment dans les véhicules électriques, qui vont poser des questions assez fondamentales pour l'Union européenne quand il s'agira d'introduire des tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois.
quid des véhicules électriques chinois fabriqués en Europe sur le sol hongrois? Quid des chaînes de valeur dans le secteur automobile hongrois qui sont très imbriquées et qui sont essentielles au secteur automobile allemand? Et donc on voit bien que l'automobile et la Hongrie est un lien de passage entre la Chine et le reste de l'Union qui est potentiellement essentiel et qui va très certainement poser des questions de politique publique très difficiles. Comment est-ce qu'on impose des tarifs douaniers à des entreprises chinoises de fait, mais installées en Hongrie? Cette question-là n'est pas encore soldée, même si on a de nouveaux instruments commerciaux qui permettraient d'agir, notamment des mécanismes qui permettent de lutter contre les subventions étrangères dans des entreprises européennes. Mais ça, c'est une grande question et je pense que la visite de Xi en Chine est précisément en Hongrie vise précisément à préparer le terrain. Vous êtes d'accord, Jean-Paul Chang? Qu'est-ce qu'il recherche exactement Xi Jinping? En fait, c'est ces deux États dont il sait qu'effectivement, on ne parle pas de droits de l'homme, on peut y mettre des usines de véhicules électriques, alors que l'ensemble de l'Europe a une position extrêmement hostile. Je pense que pour la Chine, c'est une opportunité quelque part qui est le fait que ces deux États se sentent un peu ostracisés par l'Union européenne. Donc pour la Chine, c'est un effet d'aubaine, quoi. C'est une aubaine. Sur le plan économique, c'est effectivement l'entrée dans le marché européen avec les investissements industriels, notamment pour les véhicules électriques. Et sur le plan politique, bien entendu, il a dit, Xi Jinping, dans sa conférence de presse à Belgrade, qu'il soutenait la Yougoslavie en ce qui concerne les efforts de la Serbie, en ce qui concerne l'intégrité territoriale et la souveraineté sur le Kosovo. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que merci pour avoir dit ce que vous avez dit sur Taïwan. Et moi, je vous rends l'appareil, puisque, effectivement, encore une fois, donc il y a une convergence d'intérêts. Et sachant très bien que ces deux États sont ostracisés par ailleurs par le reste des pays européens, moi, j'aurais tendance à dire, attention, ne poussons pas trop ces deux pays-là dans les bras de la Chine, si c'est ça que vous voulez éviter. Mais tout ce qu'on a fait pour le moment, on n'a pas tenu compte de ça. C'est-à-dire qu'effectivement... Mais est-ce qu'ils sont véritablement ostracisés? La Serbie est membre, est officiellement reconnue comme un État qui souhaite adhérer à l'Union européenne, et la Hongrie est toujours dans l'Union européenne. Oui, mais vous savez bien que... profite des subventions. Non, mais ce que je veux dire, que depuis quelques années, vous savez très bien que les critiques ne manquent pas, si vous voulez, vis-à-vis de la Serbie et vis-à-vis de la Hongrie, et que les Chinois ont vu évidemment une opportunité de dire nous, on va vous apporter ce qui vous manque, vous avez besoin d'investissement, nous vous apportons, vous avez besoin d'infrastructures, nous le faisons pour vous, le chemin de fer. Les routes. Et puis, de toute façon... L'idée, c'est de relier les deux capitales en 3 heures, avec un train à longue vitesse, donc entre Belgrade et Budapest. C'est augmenter le nombre de vols entre Belgrade et la Chine, entre Belgrade et Canton, etc. Hongrie, c'est pareil. Ils veulent multiplier le nombre de vols entre Budapest et la Chine, etc. Donc, c'est quelque part, pour la Chine, c'est... Vous êtes des mal-aimés, ne vous en faites pas, nous vous aimons. Alors, ils ont fait ça avec l'Europe de l'Est déjà pendant pas mal d'années, puisque c'est vrai que c'est à coup d'argent ou de savoir-faire. On peut parler du pont en Croatie, du côté de Dubrovnik, le magnifique pont qui est financé par l'Union européenne d'ailleurs. Mais les Chinois ont ils ont réussi à proposer ça avec 30% de moins cher que les entreprises européennes. Donc la Chine fait une offensive de charme, d'investisseurs, de financiers, et puis... d'amis politiques assez vagues, sans vraiment rendre Bruxelles plus furieux que Bruxelles est déjà, mais tout en montrant qu'ils sont quand même très ouverts pour continuer à maintenir cette relation privilégiée avec ces deux pays. Avec ces deux pays. Avec la vision sur le reste du Balkan et sur d'autres pays d'Europe centrale, comme la Slovaquie, qui vient de changer de gouvernement. Une sorte, en fait, de pièce maîtresse, ces deux pays, de la route de la soie en Europe, finalement, Madame l'ambassadrice. Oui, tout à fait. Alors, si on revient un petit peu en arrière, moi, j'étais à Pékin au moment de la mise en place de ce format 17+1. Les anciens pays de l'Union européenne ont protesté. Moi, je me souviens d'une réunion des ambassadeurs à ce moment-là. Et ces pays d'Europe de l'Est nous ont dit, oui, mais finalement, si personne ne s'intéresse à nous, les Chinois nous proposent des investissements et une coopération importante, donc on n'a pas de raison de refuser.
Alors, les choses ont évolué récemment. Elles ont évolué surtout à la faveur de la guerre en Ukraine. Ça a changé, effectivement, le positionnement totalement le positionnement de ces pays. La Hongrie, Jean-Paul Chang en a parlé, elle n'est pas seulement victime de critiques. Il y a également il y a des pressions qui sont exercées sur elle. Elle ne touche pas ses subventions tant qu'elle n'a pas réformé la justice et qu'elle... Oui, il y a une partie de bras de fer avec Bruxelles. Absolument. Oui. Alors, sur la Serbie, évidemment, ce n'est pas encore le cas. Ça sera le cas, effectivement, dans le processus d'adhésion. Mais en même temps, c'est vrai que les Européens ont tout à fait conscience que leur intérêt n'est pas de laisser la Chine progresser trop en Serbie, et pas seulement la Chine, la Russie également. Mais comment peuvent-ils s'en protéger? C'est ça, je lisais une tribune de Sylvie Kaufmann dans Le Monde, elle dit « La Hongrie est devenue le haut lieu de la contre-diplomatie au cœur de l'Europe ». Donc on est dans l'opposition à Bruxelles. Il y a un problème de moyens, c'est-à-dire que même si on met la pression sur la Hongrie aujourd'hui, et Madame l'ambassadrice l'a évoqué en retenant les fonds de cohésion et les fonds du plan de relance, on a fini par céder, in fine. Et donc, à la fin de l'année dernière, après avoir mis ces fonds en suspens pendant 2 ans, on a fini par lâcher. Et au final, ces fonds, même s'ils sont très importants au regard des budgets de l'Union européenne, ils sont relativement faibles au regard de ce que la Chine peut, elle, déployer comme capital privé ou semi-privé en Hongrie. Et donc, du coup, le pouvoir de levier que l'Union européenne a est relativement limité, surtout quand l'Union européenne se refuse à sortir l'artillerie lourde, c'est-à-dire menacée d'exclusion. Et donc ça reste la ligne rouge que l'Union européenne s'est refusée de franchir ou même d'agiter. Et donc du coup, pour la Hongrie, il n'y a pas tellement de risque à jouer ce chantage permanent, et il y a plutôt des bénéfices à tirer de tous les côtés. Jacques Rupnik, à quoi joue-t-il finalement Viktor Orban? Finalement, pourquoi est-ce qu'il ne jouerait pas? C'est en fait la question qu'on se pose, puisqu'il a à peu près tous les avantages. Oui, il a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il ne cherche pas à faire sortir la Hongrie de l'Union européenne. C'est pas un Brexiteur version hongroise, disons. En revanche, il bloque effectivement des sanctions, par exemple, éventuelles contre la Chine. Oui, mais vous avez bien vu avec l'Ukraine, par exemple, il a joué au mois de décembre, quand il y a eu le sommet européen, et on devait donc débloquer des fonds pour l'Ukraine. Veto de Orban. Qu'est-ce qui se passe? On négocie avec lui, tout le monde est suspendu à ce que pense Viktor Orban. Finalement, la solution, c'est qu'il aille prendre un café pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, on vote, il revient. Et qu'est-ce qu'il obtient en échange? Que la moitié des fonds qui avaient été bloqués seront débloqués. Donc, c'est aussi un négociateur habile au sein. Il connaît bien l'Union européenne. Il fait cavalier seul, il en profite, en fait. Mais oui, mais il faut quand même voir que c'est un politicien qui a une expérience. Il est devenu Premier ministre en 1998. C'était le plus jeune Premier ministre en Europe. Regardez, il les a tous vus. Il a dit, j'ai vu défiler en Europe, j'ai vu défiler un tel. Il les a tous connus. Et donc, il y a le métier aussi. Est-ce qu'il est toujours populaire en Hongrie? Parce qu'à force effectivement de museler l'opposition, de changer, de transformer la justice, on se demande si... Alors c'est intéressant, il a fait sa dernière campagne, entre autres, sur l'idée « je vais vous tenir à l'écart de la guerre ». Cette guerre, c'est pas notre affaire. La guerre en Ukraine, donc. La guerre en Ukraine. Et oui, mais c'est un pays frontalier de l'Ukraine, donc c'est important. Il a joué sur ce thème-là. Il n'a pas dit vive. Il n'a pas apporté son soutien à l'agression. Il dit simplement, c'est pas notre affaire. Et il se propose. En cela, il est en dissonance totale avec le discours de Bruxelles. Oui, mais là, il y a le lien avec les Chinois. C'est que maintenant, ils disent, c'est ce que disent les Hongrois, nous, Hongrois et les Chinois, nous pouvons ensemble être des sortes de médiateurs. Nous sommes les seuls à pouvoir entendre les deux parties. C'est ça le discours hongrois. C'est de l'habileté politique. D'ailleurs, il vient de dire qu'il était favorable au plan de paix sur l'Ukraine des Chinois. C'est ce que vient de dire Viktor Orban à l'instant lors de cette conférence de presse commune. Jean-Paul Chang, donc cet accord... En plus chinois, est-ce qu'il existe véritablement? Enfin, cet accord sur l'Ukraine.
Entre la Chine et la Hongrie pour jouer... Non, c'est-à-dire que Viktor Orban dit qu'il est favorable justement au plan de paix proposé par les Chinois. Le plan, c'est celui qui a été proposé l'année dernière en 12 points, je ne me rappelle plus. Et c'est une certaine réaffirmation de principe qui, normalement, doit satisfaire tout lecteur. C'est-à-dire, ah tiens, ils défendent l'intégrité territoriale et la souveraineté, les règles internationales, suivant les règles de l'ONU, etc. Et tout. Donc, il est totalement favorable à la Russie. Non, pas totalement. Précisément, il se veut un texte soft qui ouvre la porte à toutes les interprétations. Ceux qui veulent l'accuser de favoriser les Russes peuvent le faire. Ceux qui disent non, ils sont pour la paix peuvent le faire. Ce que font les pays du Sud global, comme on dit. Et donc, c'est une position qui préserve la Chine dans une sorte de possibilité future d'intervenir au moment où ils sentiront que les choses sont mûres pour jouer aux intermédiaires. Pour le moment, ils ne le font pas. Ils voient bien que ce n'est pas mûr, mais ils se réservent la possibilité de dire, vous voyez, nous ne sommes pour rien dans la guerre en Ukraine, ce n'est pas nous qui l'avons allumée, ce n'est pas nous qui... mais ça, c'est toujours leur discours. C'est très bien qu'ils livrent de l'équipement Orban, à la Russie. Il fait un peu la même chose. Il se dit, tiens, c'est une bonne position, je joue la même chose. Et je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur... En fait, Viktor Orban joue son effet de levier à l'intérieur de l'Europe, en disant j'agite un peu mes relations avec la Chine, mais le discours c'est pour Bruxelles, quoi. C'est de dire, vous voyez, et on peut négocier, on peut bargainer, ce genre de choses. Beaucoup de chefs africains font la même chose, c'est-à-dire quand ils entretiennent des relations avec la Chine, les Chinois, à mon avis, il faut qu'ils soient un peu plus lucides, parce qu'il y a plein de gens comme ça qui disent on est vive la grande amitié avec la Chine, etc. Et en fait, c'est pour mieux obtenir d'autres choses, d'autres pays ou d'autres puissances. Donc là, vous le trouvez particulièrement habile. Non, je pense que c'est naturel pour un politicien, effectivement, que vous avez décrit tout à l'heure. C'est habile de sa part, oui, bien sûr. Et le lien avec Vladimir Poutine, Madame l'ambassadrice, justement, entre Viktor Orban, Vladimir Poutine, la Chine et Vladimir Poutine, on en revient quand même toujours à ce lien. Oui, tout à fait. Alors d'abord, Viktor Orban est très souvent à Moscou, il l'était autrefois, et les relations sont très bonnes entre Vladimir Poutine et lui. Xi Jinping, c'est un choix raisonné qui a été fait entre les deux chefs qui ont dû se voir une quarantaine de fois. Et bien évidemment, la Chine ne peut pas laisser tomber la Russie. Ça ne veut pas dire qu'elle est d'accord avec cette guerre, mais en même temps, la Chine et la Russie ont un ennemi commun, qui est les États-Unis. Il y a un principe en relations internationales qui est l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et la Chine, peut-être, pourra jouer un rôle diplomatique à un moment, c'est-à-dire effectivement quand la situation sera mûre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, ce qui concerne ce plan de paix, c'est que en réalité, Zelensky ne l'a pas critiqué. Et il n'a pas critiqué la Chine. Et il a plutôt même invité à participer à la conférence en Suisse. Et il compte à un moment donné sur le rôle de persuasion de la Chine. Alors la Chine ne peut pas imposer évidemment à Poutine de retirer ses troupes, d'arrêter la guerre parce que ce n'est pas son intérêt. Mais à un moment donné, comme Poutine écoute Xi Jinping, s'il y a un accord et que Xi Jinping peut le convaincre que cet accord finalement est bon pour lui, donc la Chine peut jouer un rôle diplomatique comme elle l'a joué d'ailleurs il y a peu de temps entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Shahin Vallée, vous qui êtes un Européen convaincu, est-ce que ça vous choque cette attitude de Viktor Orban? Est-ce que finalement les Européens sont faibles face à Orban? Les Européens sont faibles parce qu'ils sont divisés et qu'ils ne sont pas tout à fait certains de la manière dont prendre cet animal-là. Et tant qu'ils ne seront pas prêts à mettre à exécution la menace ultime d'exclusion de l'Union européenne, qui est très difficile à mettre en œuvre par ailleurs, ils sont un petit peu coincés. Et puis les Européens sont aussi coincés dans leurs relations vis-à-vis de la Chine. On a vu, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a vu quand même une différence d'approche entre celle du chancelier Scholz en Allemagne, qui était très ouverte, disons-le comme ça. Parce qu'il veut vendre ses voitures. Oui, parce qu'il tient à maintenir l'économie allemande à flot et les investissements et les échanges entre la Chine et l'Allemagne sont très profonds. Et l'attitude du président français, accompagné de la présidente de la Commission européenne à Paris, qui était beaucoup plus dure. Et donc là aussi, les Européens sont assez ambivalents et n'ont pas tout à fait déterminé quelle était leur ligne. Et je pense que un des enjeux de l'élection européenne et du nouveau leadership européen qui s'installera après celle-ci, c'est de déterminer
quelle orientation l'Union européenne prendra vis-à-vis de la Chine, orientation qui par ailleurs sera aussi très fortement influencée par le résultat des élections américaines et l'attitude des Américains eux-mêmes vis-à-vis de la Chine. Mais ce BYD, donc, qui est le plus grand constructeur mondial de voitures électriques, totalement chinois, qui donc va implanter un certain nombre d'usines en Hongrie. Il y a aussi des usines de batteries de voitures électriques. Manifestement, elles poussent comme des champignons. Alors, c'est ce qu'on lit, et je ne sais pas si... Est-ce que ça menace le reste de l'Europe ? Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, ces voitures vont déferler en Europe ? Ça veut dire que la concurrence que les entreprises automobiles européennes vont avoir sur les marchés mondiaux et sur les marchés européens va être très, très dure. On le voit aujourd'hui quand on regarde les chiffres de l'économie allemande qui est fragilisée par cette concurrence et donc qui pose une question assez fondamentale auquel les Européens n'ont pas encore répondu, qui est: quid de notre politique commerciale vis-à-vis de la Chine, d'une part. Donc, faut-il introduire des tarifs douaniers vis-à-vis de la Chine sur les véhicules électriques? Il y a une investigation en cours par la Commission européenne qui doit rendre ses premières conclusions en juin. Donc, on pourra avoir dès juin et sans doute après les élections européennes des premiers tarifs douaniers contre les véhicules électriques chinois. Pardonnez-moi, est-ce qu'il faut une décision unanime? Est-ce que Orban, par exemple, pourrait s'opposer à une augmentation des tarifs douaniers sur les voitures chinoises par exemple, de 20%? Alors, la politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc la Commission peut seule proposer des premières mesures tarifaires. Par contre, ensuite, pour passer à des mesures tarifaires permanentes, il faudrait un vote du Conseil. Et du coup, il est possible que des pays comme la Hongrie s'y opposent. Et donc, je pense que cette visite chinoise est en partie liée à ça. Il y a d'autres mesures tout aussi importantes que l'Union européenne pourrait prendre, et de manière assez récente. C'est des mesures contre les entreprises européennes qui seraient subventionnés par la Chine. Et donc ça, ce ne seront pas des tarifs douaniers, c'est précisément pour contourner le fait que certaines entreprises chinoises, en prenant des participations dans des entreprises européennes, peuvent en fait faire bénéficier à ces entreprises européennes de subventions étrangères. Et donc ça, c'est un autre point de levier qu'on a, des mesures qu'on n'a pas mis encore en œuvre, mais qui vont poser des questions très importantes dans les mois qui viennent. Et là, on sait bien que Viktor Orban va quand même freiner des quatre fers. Mon point de vue, c'est qu'en fait, l'Allemagne est loin d'être claire sur cette histoire de tarification. Le ministre des Transports allemand vient de déclarer, il y a 2 jours, ou aujourd'hui même, qu'il était contre les tarifs sur les voitures électriques chinoises. Et je pense que face à ce problème de voitures électriques, où on a pris un retard dans les investissements et dans la technologie, je pense qu'il faut être plus confiant en soi. Moi, je suis persuadé, pour avoir été banquier pendant toute ma vie, que, je veux dire, des sociétés comme BYD qui sont des sociétés cotées, on peut très bien imaginer à un moment donné qu'il y a une offensive sur le plan financier, etc. et tout, que nous pouvons éventuellement maîtriser notre destin là-dessus. Il suffit que nos finances, prendre des participations dans des entreprises chinoises pour essayer de les contrôler, les orienter, les faire respecter un certain nombre. Ça a été fait. Ça a été fait dans l'autre sens. Quand Peugeot était en difficulté, on a fait venir Dongfeng, le chinois, pour le sauver. Renault a pris des participations dans... Oui, mais pour ça, il faudrait que le marché chinois soit très ouvert. C'est un peu le problème, c'est qu'il ne l'est pas. Et manifestement, les entreprises européennes ont du mal. Pour les voitures électriques, Tesla, le plus grand marché de Tesla, c'est en Chine. Et le problème, c'est que technologiquement... Manifestement, BYD est devant Tesla. En Chine, devant sur un trimestre. Mais il faut être confiant. Et je dis simplement, on a du retard. D'accord. Ils ont pris le tournant stratégique il y a 10 ans. C'est une chose. Il faut rattraper. Alors, est-ce que pour rattraper, il faut forcément passer par des mesures d'hostilité, de protectionnisme, tout ça, ou il faut avoir une stratégie financière industrielle différente? C'est ça que moi, j'ai toujours prôné. Il faut réagir en utilisant tous les outils qu'on a. On en a plein. Mais le protectionnisme en fait partie. Les deux ne sont pas incompatibles par ailleurs. Et les États-Unis font les deux. C'est-à-dire que les États-Unis imposent des tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois. Et c'est en partie ça qui protège le marché de Tesla aux États-Unis. Donc je pense que vous avez raison de dire que sur le fond, on a pris du retard et que ce retard est peut-être rattrapable avec une autre stratégie industrielle que nous n'avons pas par ailleurs, et une stratégie industrielle qui requiert des moyens financiers, budgétaires, nationaux et ou européens que nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à mettre sur la table, petite parenthèse, mais je pense que ça n'exclut pas la possibilité de mettre en œuvre des tarifs douaniers. Nous serions quand même, il serait quand même étrange que l'Union européenne soit le seul pays à ne pas introduire des tarifs douaniers contre les véhicules. Le seul continent, pardon, à ne pas introduire des tarifs douaniers contre les véhicules. Je suis d'accord. Disons, sur le long terme, c'est pas une solution, c'est ça que je voulais dire.
Un mot sur justement Vladimir Poutine qui donc aujourd'hui était en pleine commémoration du 9 mai. Le 9 mai, donc c'est le jour de la célébration de la fin du nazisme, de la victoire donc de cette guerre patriotique contre le nazisme. Donc c'était à Moscou que ça a eu lieu, mais aussi dans d'autres villes du pays. À noter d'ailleurs la présence de 5 présidents d'Asie centrale à Moscou. Il y avait aussi les dirigeants cubains, laotiens et de Guinée-Bissau. On va écouter Vladimir Poutine. Chers amis, la Russie traverse une période difficile et critique. L'avenir de notre mère patrie dépend de chacun de nous. Aujourd'hui, en ce jour de la victoire, nous le réalisons de manière encore plus claire. La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial, mais dans le même temps, nous ne permettrons pas que l'on nous menace. Nos forces nucléaires stratégiques sont toujours en alerte. Sylvie Bermann, il y a la propagande chinoise, en fait, elle ne cesse de parler de l'amitié sino-russe. Quelle est en fait la nature de leur lien? Déjà, il y a effectivement, on disait, livraison d'équipements dans le cadre de la guerre en Ukraine. Alors, la Chine s'abstient de contourner les sanctions européennes pour ce qui concerne européennes et américaines en ce qui concerne les armes. C'est-à-dire qu'elle ne livre pas d'armes à la Russie. En revanche, elle livre effectivement des composants électroniques qui sont dans des machines-outils. Donc, quand Blinken est allé en Chine, il a protesté effectivement contre cela. La Chine n'admet pas ça. D'ailleurs, elle l'a dit lors de la conférence de presse avec le président de la République. Et par ailleurs, il faut dire que les Européens ont vendu beaucoup de machines à laver au Kazakhstan et dans les pays voisins de la Russie, qui s'est procuré aussi de cette manière-là des composants électroniques. Donc il y a un lien quand même, on peut dire, indéfectible entre les deux. Est-ce qu'on peut dire que la Russie est devenue le vassal de la Chine? Non, pas du tout. Chacun a un intérêt à cette relation. Moi, j'étais encore en Russie au moment du rapprochement. Bon, il s'est consolidé effectivement avec la guerre en Ukraine. La Chine aura peut-être besoin un jour du soutien de la Russie. Donc, la relation est asymétrique, mais chacun y trouve son compte. Elle est asymétrique, cette relation, Jean-Paul Chang? En tout cas, pendant très longtemps, c'est la Russie qui a fourni la technologie militaire à la Chine. Les Chinois ont acheté des Sukhoi 35, ils ont acheté des S-400. La modernisation de la marine chinoise, à partir de la fin des années 90, est faite sur des plans russes, des bateaux achetés à la Russie, etc. Donc, en termes de technologie... Ça s'est inversé, alors? Mais, disons que la déclaration américaine qui dit que le soutien chinois à la Russie a dépassé l'époque de l'Union soviétique, où il n'y avait rien. C'était à l'époque, c'était dans l'autre sens. Donc il y a un côté un peu propagande quand même, discours américain. Il faut faire attention. La réalité, c'est effectivement les Chinois, ils considèrent qu'ils font du commerce normal. Ils vendent peut-être des choses... Mais ça, c'est un peu de propagande aussi. Quand ils disent qu'ils font du commerce normal, il y a quand même une guerre. Non, si vous regardez les drones ukrainiens, ils sont fabriqués aussi avec des composants chinois, avec plein de choses qui viennent de Chine. Nos obus sont fabriqués avec des nitrites de coton qui sont importés de Chine, 80%, pour faire les obus pour l'Ukraine et tout. Donc les Chinois, ils considèrent que nous, on fait du commerce avec tout le monde. Du moment ils profitent de cette guerre quand même en Ukraine. Il n'y a pas que. Il y a beaucoup d'industries militaires qui gagnent de l'argent, bien sûr. Donc, oui, ils en profitent. Les sanctions contre la Russie fait que c'est tout d'un coup un marché ouvert pour les Chinois. Effet d'aubaine, on y va, quoi. Donc, effet d'aubaine, parce que j'ai vu que les échanges entre les deux pays ont bondi de 64% au cours des 2 dernières années entre la Chine et la Russie, donc pour atteindre 240 milliards de dollars. Donc ils profitent bien tout de même de ce qui se passe en Ukraine. Ah oui. Notamment grâce à l'Europe. Jacques Rupnik, allez-y. L'Europe a coupé le robinet avec la Russie pour l'importation d'énergie. Où va le pétrole russe? Il va vers la Chine, à prix cassé, vers l'Inde aussi. Et donc, la Chine est tout à fait bénéficiaire de cette situation-là. Non seulement il y a une relation de dépendance, un approvisionnement bon marché, et elle garde, sur le plan international, l'aura du pays, le seul qui peut véritablement
donner des limites à Poutine. Parce que la grande inquiétude par rapport à la guerre en Ukraine, est-ce qu'aujourd'hui on entend le Poutine discours de Poutine à chaque fois, la lutte contre le nazisme, nous sommes prêts à aller, etc., l'escalade, y compris nucléaire. Il a reparlé du nucléaire. Et c'est là où le verrou chinois, en quelque sorte, est quand même pas négligeable. Je crois que les Chinois, sur ce plan-là, ont une influence, ou peuvent avoir une influence sur la Russie. Et ça, je crois que c'est pris en compte par les Occidentaux aussi. C'est tellement pris en compte que, d'ailleurs, le chancelier Scholz, quand il est allé en Chine, a essayé d'obtenir un appui plus fort de la Chine dans ce domaine-là. Et c'est ensemble qu'ils ont fait cette déclaration invitant à une conférence sur la paix en Suisse à la mi-juin. Donc, en effet, les Occidentaux tentent de s'appuyer sur la Chine dans 2 domaines. Pour dissuader, enfin en tout cas pour que la Chine dissuade la Russie de faire trop de menaces nucléaires, ce qui n'a pour le moment pas tellement marché. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Aujourd'hui, non. La première fois que Poutine a fait des menaces nucléaires et les Chinois sont intervenus, il n'en a plus fait pendant plusieurs mois. Donc je pense que le rôle de la Chine là-dessus n'est pas tout à fait nul. Et le deuxième, c'est en effet, alors c'est peut-être prématuré aujourd'hui pour juin, mais en effet, c'est le rôle que la Chine pourrait jouer éventuellement dans un accord de paix futur. Je pense qu'il est très intéressant dans la déclaration Scholz-Xi sur cette rencontre sur la paix en juin, c'est que dans les minutes de cette déclaration, le président Zelensky a dit qu'il était tout à fait disposé à participer à cette réunion et qu'il était très content qu'elle se tienne et qu'elle se tienne à l'initiative de la Chine et de l'Allemagne. Donc, pour le moment, c'est les Russes qui n'y ont pas répondu et il est peu probable qu'ils y répondent avant les élections américaines, surtout qu'ils ont l'avantage sur le terrain militaire. Mais en tout cas, le fait de pouvoir s'appuyer éventuellement à un moment sur la Chine comme un faiseur de paix, c'est pas du tout inutile pour nous. Intéressant, en tout cas, pour la petite histoire, à Vladivostok, donc dans l'extrême-orient russe, il y a des groupes de Chinois qui sont envoyés par les tour opérateurs pour justement avoir assisté à ce qui s'est passé aujourd'hui, donc à cette parade militaire, à ce défilé militaire russe. Jean-Paul Chang, les bus sont pleins, donc c'est assez nouveau ce type de tourisme, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de tensions entre la Russie et la Chine pendant toutes ces années. Je vois que Poutine et Jiang Zemin ont signé un traité de bon voisinage, mais ça date de 2001. On sait qu'il y a des îles tout de même, il reste quand même des contentieux. Je suis allé sur la frontière là-bas pour une histoire de caviar dans le Souris. Donc je suis allé faire un tour là-bas. Il y a déjà quelques années, il y a 5 ou 6 ans déjà. C'est incroyable. Vladivostok devient chinois ? Non, le commerce transfrontalier, les visiteurs qui viennent de Khabarovsk pour venir dans les villes chinoises frontalières pour manger les raviolis. Tous les restaurants chinois ont des garçons, des serveurs qui parlent le russe. Il y a des rues entières de commerçants russes et chinois. On n'imagine pas. Je veux dire, tout ce quartier, ça fait des années que c'est florissant d'échanges. Les Russes n'ont plus des caviars dans la mer Caspienne et ils vont acheter en Chine maintenant Non mais il faut qu'on se réveille, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement les relations, le rapprochement sino-russe sur lequel moi j'ai essayé d'attirer l'attention ici depuis des dizaines d'années, donc de dire qu'attention, ils sont complémentaires, ils gagnent de l'argent. Voilà. Bon, c'est pas le monde des bisounours quand même. Hein. Merci beaucoup Jean-Paul Chang, Jacques Rupnik, merci beaucoup Shahin Vallée, Sylvie Berman, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. Merci.